Bienvenue à toutes et à tous sur Financial Afrique dans le grand débat d'aujourd'hui. Et donc, partout en Afrique, la question des subventions à l'énergie suscite un vif débat. Longtemps utilisée pour rendre le carburant, l'électricité ou le gaz plus abordable, elle pèse aujourd'hui lourdement sur les finances publiques. Alors, plusieurs gouvernements ont déjà franchi le pas de la suppression partielle ou totale, provoquant souvent des tensions sociales et des consternations. D'un côté, certains estiment que ces subventions constituent une charge budgétaire insoutenable qui profite davantage aux classes aisées qu'aux plus vulnérables. De l'autre, elles sont perçues comme un filet de sécurité indispensable pour protéger le pouvoir d'achat et maintenir la stabilité sociale. La question qu'il est important de se poser aujourd'hui, faut-il maintenir, réformer ou supprimer les subventions à l'énergie en Afrique? Les réponses dans une poignée de secondes avec nos invités d'aujourd'hui, notamment Dr Abdourahmane Ba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur, statisticien, docteur en management, expert en développement international, suivi et évaluation, management et évaluation des politiques publiques. Vous êtes également auteur d'un essai paru en 2024 chez l'Harmattan, intitulé Choix et évaluation des politiques publiques en Afrique, dans lequel vous consacrez des sections aux politiques énergétiques et impact des réformes sur la compétitivité et la gouvernance. C'est pour nous un plaisir d'être avec vous dans ce sujet aussi crucial. C'est un grand plaisir de mon côté et merci pour l'invitation. Alors, donc, nous avons également sur ce plateau Monsieur Mbaye Hadj. Vous êtes expert en énergie renouvelable, efficacité énergétique et développement durable. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les systèmes publics et privés. Vous êtes également lauréat du prix francophone Mila pour votre ouvrage Changement climatique, une autre menace pour l'Afrique, donc que voici. Donc, que vous pouvez retrouver chez l'Harmattan. Et également l'ouvrage du docteur Ba, le voici, vous pouvez également le retrouver chez l'Harmattan. Donc, je serai également assistée durant cette émission par Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour et bienvenue. Ravi d'être dans ce grand débat. Et le plaisir est le nôtre également. Sur ce plateau, Rivorati Mandresi, CEO de la RDE, Rencontre des entrepreneurs. Merci d'être là. Bonjour Dominique, tout le plaisir est pour moi. Bonjour Adama, bonjour Monsieur Ba, enchanté. Bonjour Monsieur Mbaye, enchanté également. Alors, je pense que les présentations sont faites. Nous allons aborder le sujet du jour. Donc, je vais venir vers vous, Dr Ba. Que représentent aujourd'hui les subventions à l'énergie dans les budgets publics africains? Merci c'est une question très importante. En fait, globalement, les subventions, en fait, explicites, représentent environ entre 4 et 6% des PIB. Des pays, donc c'est une charge énorme, mais il faut savoir que derrière ces subventions explicites, qui se manifestent dans le budget de l'État et aussi à travers la fiscalité, il y a d'autres types de subventions qu'on appelle implicites, qui apparaissent au niveau des contrats, hein, et qui apparaissent aussi au niveau de la fixation des prix, et qui ne vont pas impacter directement le budget de l'État, mais qui représentent une grosse part, qui sont souvent dus à des manques de performance de production, qui sont masqués dans des prix élevés, ou bien à des subventions retardées, ou bien pour maintenir certains concessionnaires, on fait des contrats, on baisse les prix. Donc globalement, si vous prenez le cas du Sénégal, la subvention est à peu près entre 300 et 400 milliards de francs CFA par année. Explicite. Mais si on fait de l'analyse en profondeur et qu'on met la subvention en fait implicite là-dedans, ça peut atteindre 1000 milliards de francs CFA. Et il y a des pays qui ont atteint, le Nigeria a atteint 10 000 milliards de dollars avant 2023, avant que le président Tibou ne réforme. Donc c'est lourd dans le budget africain et ça crée de l'éviction budgétaire parce que ça réduit la capacité de l'État à investir dans les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation ou bien dans les secteurs comme les infrastructures. Par exemple, globalement en Afrique, la subvention de l'énergie
dépasse le budget total de l'Afrique en santé. Ou bien, si vous ajoutez aussi l'éducation, ça dépasse les deux budgets. Et si vous mettez éducation et santé ensemble, la subvention souvent égalise. Donc ça représente... et ça fait des pressions au niveau du gouvernement. Parce que on a faible capacité productive, donc on est surendetté. Et la subvention occupe une grande part de budget, donc ça fait une grande pression dans le gouvernement. Bon, ça c'est au niveau de la lourdeur. Mais ce qu'on constate, ce qui favorise souvent la subvention, c'est qu'il y a quelques petits avantages que les gouvernements y trouvent. Le premier, c'est de promouvoir l'accessibilité sociale et économique. Parce que dans les plans de développement que nous avons, les gouvernements souvent ont des objectifs d'accès universel à de l'électricité, de l'énergie à bas prix. Ça, c'est des objectifs de développement de l'Afrique. Et l'autre chose aussi, c'est que l'accès à l'électricité peut permettre aux ménages de réduire les dépenses avec la subvention, de réduire les dépenses et faire face à d'autres types de dépenses de santé, d'éducation des enfants, etc. Bon, maintenant aussi, souvent, on met en avant aussi l'argument de soutien à l'économie et à la compétitivité. Par exemple, il y a des industries qui sont trop énergivores, qui sont des industries d'extraction, de cimenterie, des grandes industries, qui reçoivent avec la subvention de l'État l'énergie à des prix bas pour leur permettre de créer de l'emploi, pour leur permettre d'être compétitifs au plan international. Mais ça a des impacts négatifs aussi, parce que ces entreprises-là restent dans une certaine confortabilité, n'investissent pas dans la performance et continuent de produire en utilisant de l'énergie vraiment à des niveaux extrêmement élevés, sans investir dans la recherche et l'innovation pour avoir des systèmes de production moins énergivores. Donc ça, c'est le troisième argument, c'est la stabilité des prix et la prévention des crises sociales. Ça, c'est surtout au niveau des carburants, hein, des carburants essence et diesel, où le gouvernement joue un rôle de tampon, de protecteur entre donc les populations et le niveau international, pour éviter que si on indexe les prix sur le marché international du pétrole, donc s'il y a des fluctuations, ça va se répercuter directement au niveau des consommateurs et ça peut créer des flambées de prix, des mouvements sociaux. Donc le gouvernement joue un rôle de pare-choc en créant une certaine stabilité au niveau des prix. Mais ça, les différents chercheurs dans le domaine ont démontré que ça a des effets régressifs. C'est-à-dire que cette subvention-là profite plus aux 20% les plus riches, mais ne profite pas aux autres. Et vous participez ou pas? Oui, effectivement, parce que c'est des recherches qui ont été quand même publiées, que en fait, les ménages, les consommateurs qui sont les plus pauvres, qui représentent 20% les plus pauvres, ne profitent que 10% des subventions au niveau des carburants. Donc il y a et vous voyez que le cas du Nigeria, le Nigeria en 2023, le pouvoir a, dans une journée, ils ont multiplié le prix de l'essence par 3. Ils ont fait une réforme brutale en 2023. Alors cela a permis au Nigeria d'économiser plus de 10 milliards de dollars. Mais ça a eu des impacts. Ça a eu une flambée des prix, une crise de l'inflation, mais ça a eu des effets économiques qui se sont manifestés, comme par exemple le trafic de l'essence au bord des frontières entre les pays comme le Bénin, comme le Niger et comme le Cameroun. Donc ça a baissé et brusquement, ça a eu même des impacts positifs dans les pays voisins. Parce que dès le lendemain, ceux qui trafiquaient, et donc ils sont partis à la pompe dans leur pays pour acheter au prix régulier. Donc ça a eu en fait, il faut regarder ça cas par cas. Nous pouvons après, tout au long du débat, voir qu'il y a des cas de réussite, qu'il y a, par exemple, le Nigeria a utilisé un cas brusque de suppression de la subvention sur les carburants, qui a eu un effet et ils ont après réagi
face au mouvement populaire, à mettre en place des bus publics pour amortir les coûts de transport, etc. Il y a le cas de l'Égypte. Il y avait un plan donc quinquennal pour faire avec le FMI un plan de suppression des subventions. Et ça a eu aussi des effets, mais eux, ils ont quand même un plan qui a été étalé dans le temps avec des suppressions incrémentales. Et ces suppressions ont permis aux populations de sentir moins, et ils ont fait un plan de communication. Et plus aussi, ils ont mis en place des réformes sociales d'appui aux populations, comme par exemple distribuer des fonds, des bourses sociales, etc. Donc maintenant, il y a d'autres pays aussi qui ne subventionnent pas, mais comme l'Afrique du Sud, mais les prix étaient élevés. Et c'est dû à la performance de leur compagnie nationale, ESCOM, qui a profité longtemps de cette situation-là et qui s'est retrouvée dans une crise financière, en fait, une sorte de vraiment d'endettement insupportable. Et ça a amené les réformes, et aujourd'hui toujours, c'est les coupures d'électricité intempestives, etc. pour faire face. Donc ça, c'est des manques d'investissement, même au niveau des agences, comme j'ai dit tout à l'heure, qui reflètent au niveau des subventions implicites. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je viens vers vous, Hadj. Alors, Dr Ba, il en parlait tout à l'heure. Faire recours à un système d'énergie moins énergivore. Pour vous qui êtes un spécialiste des énergies renouvelables, alors parlons de ces subventions qui constituent une bombe budgétaire. Quel est votre regard en tant qu'expert? Effectivement, de toute façon, cette question de subvention, c'est une question complexe. Parce que je pense que le docteur le rappelait tantôt, en fait, au niveau en tout cas étatique, je pense que l'État est pris entre, j'allais dire, trois feux. Il y a le tarif réel, c'est-à-dire que vraiment que le producteur d'électricité produit et qui dit que en deçà de ça, je m'en sors pas. Et ce tarif, si on l'applique directement au consommateur, clairement, ça va faire très mal. Alors, c'est là où l'État, effectivement, est un peu obligé de chercher ce qu'on appelle le tarif économique. C'est ce que le docteur disait tantôt, pour vraiment accroître cette compétitivité, pour ne pas tuer les entreprises. Mais aussi, l'État doit faire attention au social. Parce qu'il y a des couches vulnérables qu'il faut, en tout cas, fournir de l'électricité à bas prix. Maintenant, en fait, c'est vraiment toutes ces gymnastiques que l'État fait pour trouver, en fait, en tout cas, un prix qui est au juste milieu. Mais je sais que il s'arrache les cheveux pour trouver vraiment trouver l'équilibre. Maintenant, par rapport à votre question, effectivement, je sais que la part des énergies renouvelables peut être intéressante, en tout cas dans un mix, mais à condition de peser, en tout cas, de manière très forte. Parce que si vous prenez, par exemple, je prends l'exemple du solaire. L'exemple du solaire, si on prend l'exemple du solaire, c'est vrai qu'on parle souvent de ressources, on a du soleil au Sénégal, etc. Mais le solaire a des limites techniques. Le solaire, tu peux pas le comparer à une centrale à gaz, c'est pas possible. C'est pas les mêmes, en tout cas, rendements, c'est pas les mêmes puissances de feu. Ce qui fait qu'effectivement, moi, là où j'aurais exhorté l'État, en tout cas, à aller vers le solaire, c'est plutôt le solaire résidentiel. Cette question de faut-il enlever la subvention ou pas, on va y arriver, mais c'est une question complexe. C'est une question complexe. Moi, je viens vers Boribo parce que tout à l'heure, Dr Ba a touché un point. Excuse-moi, Monsieur Mbaye n'a pas dit le montant qu'il paye par mois. Je pense qu'il réservera tout à l'heure à nos téléspectateurs. J'étais choqué personnellement, agréablement choqué. On y reviendra. Agréablement. Ah oui, incroyable. Bon, bref. On y reviendra certainement. Alors, je disais tantôt que le Dr Ba, il a touché un point que vous, lors de la précédente émission que vous n'avez pas du tout partagé, on parle de suppression. L'argument avancé, c'est que les subventions profitent aux classes moyennes et aisées au détriment des ménages vulnérables. Et lors de l'émission précédente, vous en parlez. Est-ce que vous pouvez, à votre avis, est-ce que les subventions profitent réellement aux classes moyennes et aisées au détriment des ménages vulnérables? Alors,
je pense que Dr Ba l'a dit tout à l'heure, il y a une étude du moins qui est sortie, parce que là, on a des éminents experts et spécialistes. Donc, une étude d'ailleurs, intuitivement, je pense qu'on peut le deviner s'ils font des études, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. Donc, ça a été démontré. Mais je vais juste, en fait, revenir sur cette histoire de qu'on appelle de suppression, oui ou non, du moins de la subvention. Pour moi, l'État a une mission régalienne. La mission régalienne de l'État, c'est le bien-être de sa population. Et pour le bien-être de sa population, pour moi, il y a 3 éléments. Après, d'autres peuvent avoir d'autres avis. 3 éléments que l'État doit amener à ses citoyens. Premièrement, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'une éducation bonne, il faut que son peuple du moins soit éduqué. 2, la santé. D'accord? Et 3, l'énergie. C'est ça en gros. C'est-à-dire que un pays, quand vous regardez les études dans le monde, les pays où on dit finalement où ils sont le plus heureux, où les citoyens sont le plus heureux, c'est les pays, quand vous regardez bien, ils ont accès à la santé universelle, éducation universelle, et l'énergie est accessible, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Bien. De mon point de vue, ce sont les 3 domaines où l'État, paradoxalement, là où je viens, ce sont des domaines pour moi qui ne devraient pas être donnés au privé. Parce que ça revient à la mission régalienne de l'État. C'est mon point de vue. Après, peut-être d'autres personnes ne partagent pas de moi ce point de vue-là. À partir de là, maintenant, quand on regarde le cas du Sénégal, docteur, à l'entame de son propos, a expliqué qu'il y a des subventions donc explicites et implicites. Si les explicites, autour de 300 milliards, et quand on combine les deux, on va vers les 1 trilliard, donc un peu plus au-dessus de 1000 milliards. Je rappelle quand même, donc moi je suis pour qu'on maintienne, c'est-à-dire pour définir ma position, je suis pour qu'on maintienne les subventions. Pourquoi? Quand on regarde les budgets, la répartition de budget, pour moi c'est dans la manière de gérer l'État. Quand vous regardez la répartition des budgets ministériels au Sénégal, les informations sont disponibles, viepublique.sn, je le redis, un formidable site, vraiment riche en informations. Quand vous regardez le budget du ministère, chaque ministère, qui sont les 2 ministères qui ont le budget le plus élevé? Premièrement, c'est l'éducation nationale, c'est-à-dire au-delà de 1 trilliard, et ce qui est dingue d'ailleurs, c'est-à-dire qu'avec autant d'argent dépensé, mais avec une éducation complètement à la ramasse. Et deux, c'est le ministère du budget. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Demain, c'est disponible. Je pense qu'ils ont autour de 400 milliards. En quoi le ministère du budget au Sénégal est aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font en fait de les 400 milliards, c'est-à-dire pourquoi ils sont autant budgétivores? Le ministère du budget, c'est censé juste faire pour moi de la paperasse, distribuer le budget. Mais comment se fait-il qu'ils ont 400 milliards de budget, ce ministère? Là où je veux en venir avec mon propos, donc, c'est que si on fait une réforme aujourd'hui, la partie de subvention explicite qui a 300 milliards, si je coupe dans ce ministère-là, d'ailleurs, on peut réellement le couper. J'aurais dit le budget de ce ministère-là à 100 milliards, j'ai dégage déjà en fait 300 milliards par rapport à ce qu'il faut. Et je peux continuer comme ça en fait demain sur beaucoup de ministères. Je fais partie de ceux aussi qui est pour en fait une réforme de l'État. Il y a beaucoup de ministères en fait pour moi qui ne servent à rien. C'est-à-dire que vraiment qui ne servent strictement à rien. Je ne vais pas les citer, mais du moins qui ne servent à rien. D'accord? Donc mon propos c'est pour moi le débat c'est pas est-ce qu'on maintient ou on ne maintient pas? On doit maintenir. Donc, pour moi, le débat, c'est la réforme. À quel prix? Non, mais justement, tout a un prix. Tout a un prix. Quand vous regardez les prix nordiques, les pays nordiques, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, c'est des pays où il y a le plus grand nombre, le taux de prélèvement est le plus élevé au monde. Quand vous regardez, qui dépasse plus de 50% finalement de taux de prélèvement. Mais c'est là-bas aussi que vous avez les meilleures protections sociales. Mais là, on parle du continent africain, vous nous emmenez en Europe. Mais justement, mais c'est ça en fait que je dis. C'est-à-dire des modèles africains en fait. Non, mais justement, mais c'est un choix. Moi, c'est un choix. C'est-à-dire que quand vous dotez l'ensemble de votre administration des carburants gratuits, tous ces genres de privilèges qui ne servent pas à grand-chose, je ne dis pas qu'on va trouver les 1000 milliards, c'est pas ça que je dis. Mais je dis c'est que petit à petit, c'est-à-dire que c'est avec les ruisseaux en fait demain qu'on forme les rivières. Donc, mon propos juste, c'est dire que ça fait partie de la mission régalienne de l'État, le fait de dépenser de l'argent pour sa population et encore plus par rapport à sa population vulnérable. Ça, c'est pour ne pas être... Alors, juste pour rebondir avec vous brièvement, vous êtes contre la suppression, mais une étude a démontré qu'aujourd'hui, que la suppression ne profite pas mais c'est justement, mais c'est le rôle de ces gens-là, le rôle de nos politiques, en gros, Dominique, d'arbitrer.
l'étude sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, comme les jeunes disent, permettez-moi de l'expression triviale, il faut se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on sait, il y a l'Afrique du Sud a mis en place une politique de subvention fiscale ciblée. En gros, c'est pas un chemin, c'est plusieurs critères, en gros. Vous avez une étude qui sort, qui dit finalement que c'est pas bon si on fait d'un seul coup. Mais mettez en place des choses. Allez prendre des gens intelligents. Là, autour de ce plateau-là, on a des gens éminents. Appelez-les, écoutez-les. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? C'est juste ça. Alors, avant de repartir vers le docteur Ba, je reviens vers vous, Adama. On parle de réformer ou supprimer les subventions. De part et d'autre, on a des arguments. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette analyse? Merci Dominique. Moi, je dirais d'abord, c'est un vieux débat de plus de 40 ans. Je pense que lors des politiques d'ajustement structurel, le FMI avait déjà demandé pratiquement à l'ensemble des États africains de supprimer les subventions directes et indirectes à l'énergie. Et on a eu, par exemple, en 2019, je dirais le cas du Soudan, où la suppression de l'énergie a entraîné la chute du régime de Omar Béchir. On a eu, justement, le Dr Ba en parlait tout à l'heure, le Nigeria de 2023. Effectivement, ils sont passés à une réduction drastique des subventions, et je dirais que le gouvernement élu du président Tinubu a failli être emporté par la vague de protestation. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, mais on ne pourrait pas faire l'économie de réforme. Pourquoi? Pour tous nos systèmes de production d'électricité, et là je parle du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de toute l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique du Nord. Quand je pense que l'Algérie, par exemple, consacre aussi à peu près 10% de son PIB pour la paix sociale, parce que il faut appeler les choses par leur nom. Cette subvention, c'est justement pour maintenir un petit peu un climat social apaisé. Voilà. Maintenant, sur le Sénégal, par exemple, on a une Sénélec qui, à mon avis, avant de passer à cette réforme douloureuse, devrait se restructurer, devrait, par exemple, identifier les postes de coûts, devrait clarifier ses positions par rapport aux producteurs indépendants, que nous saluons d'ailleurs, parce que, mine de rien, il y a une révolution silencieuse. C'est le fait que la production d'électricité au Sénégal aujourd'hui est majoritairement faite par des producteurs indépendants. Je pense qu'au-delà de certaines informations à fournir sur la nature des contrats et tout, il s'agit d'une bonne chose. Autre chose, par exemple, il y a la Côte d'Ivoire qui a un autre système, un système de concession avec la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, dont le contrat arrive à échéance. Et là aussi, il y a beaucoup de récriminations, beaucoup de critiques, parce que les Ivoiriens estiment que les tarifs sont encore élevés, sont encore chers, et que l'État a tendance à aider plutôt les producteurs indépendants ou les partenaires privés, plutôt que l'intérêt général. Au Cameroun, c'est une situation quasi identique, où nous avons une société d'électricité qui est détenue par un fonds d'investissement, qui d'ailleurs voudrait quitter. Voilà, Eneo, qui est détenu à 51% par Actis, qui est un fonds britannique, qui aujourd'hui ne veut plus rester. Mais il y a un gros litige par rapport à l'évaluation des actifs, des investissements, et ils sont au tribunal ou bien à la Chambre de commerce internationale, Paris, donc pour le règlement des différends. En fait, tout cela pour vous dire combien la question de l'énergie, la question de l'électricité est importante pour un continent qui compte quand même la moitié de sa population, soit 600 millions, complètement à l'écart et qui n'a pas d'électricité. Donc c'est pour vous dire que, M. Mbaye, l'énergie renouvelable est essentielle, mais peut-être dans un premier temps, l'Afrique aujourd'hui, la vraie urgence, c'est d'utiliser nos ressources fossiles, le gaz et l'énergie, pour baisser les coûts du kilowatt. Le Sénégal avait cette ambition avec le gaz mais
je ne sais pas, et là j'aimerais bien vous écouter sur ça, je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif qui, à mon avis, mérite d'être rangé parmi les objectifs de toute politique souverainiste. Juste peut-être pour répondre à Daba, sur l'information officielle du site de la Sénélec, c'est 30% de la production de l'énergie Sénélec est énergie renouvelable. Donc, je ne sais pas, peut-être après... Ouais, énergie renouvelable, voilà. Voilà, c'est-à-dire que la production, c'est-à-dire que 70% reste une production fossile, donc les fuels lourds de gasoil, mais 30% proviennent désormais du renouvelable. Du renouvelable. Je pense essentiellement et la majorité provient, la majorité de la fossile, production, ouais, ça reste du fossile. Ouais, du fossile, voilà, mais provient des producteurs indépendants. Exact. Voilà, maintenant peut-être je laisse M. Mbaye, le spécialiste, compléter. C'est exactement ça, hein. Effectivement, disons dans le bouquet énergétique de la Sénélec, il y a à peu près 30%, 32% qui viennent, en tout cas, des énergies propres. Le reste, effectivement, vient essentiellement des énergies fossiles comme le fuel. Le gas to power est censé remplacer le fuel. Malheureusement, faut le dire, moi, ce projet gas to power, en tout cas dans sa conception, c'est un excellent projet, mais en termes d'exécution, ça pêche. Alors, parce qu'effectivement, le Sénégal est producteur de gaz. À l'heure où on parle, c'est notre gaz qu'on devait utiliser pour faire tourner les machines. C'est le gaz qu'on devait utiliser pour remplacer progressivement le fuel. Mais ce projet Gas to Power, il n'y a que le ministre lui-même qui peut, en tout cas, nous dire où est-ce qu'on en est. On a eu, en tout cas, un tapage médiatique comme quoi qu'il y a en fait la centrale de Bel Air, je pense, qui devait être la première centrale à être transformée. Mais même en fait dans cette transformation, quand on creuse plus dans cette affaire, on se rend compte que c'est plutôt la barge qui est au large de Bel Air, Car Power Ship, qui concerne. Donc nos centrales sont toujours en attente de recevoir du gaz théoriquement pour remplacer le fuel. Voilà. Et comme je pense que il est clair que dès lors qu'on change de combustible, qu'on passe du gaz à la place du fuel, je pense que toutes les données vont changer. Et moi, je suis d'accord avec Adama. Moi, je suis défenseur du solaire. Mais je sais que ce pays, quand on parle du cas du Sénégal, c'est pas le solaire qui va le développer. C'est le gaz d'abord, en complément effectivement du solaire. Maintenant, le solaire, effectivement, on va en parler. Moi, si vous me demandez mon avis par rapport à ces subventions, moi, j'ai ma réponse, en tout cas précise, que je pourrais vous apporter. D'accord, je reviendrai vers vous, Monsieur Mbaye. Alors, docteur Ba, nous allons parler de la suppression, parce qu'on parle beaucoup de supprimer les subventions. Alors, quels seraient les avantages économiques et budgétaires d'une suppression dans un continent où des centaines, des millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité? Voilà, donc là-bas, c'est quand on parle de suppression, les réformes de suppression. En premier lieu, on met en avant le gradualisme et la précision, c'est-à-dire le ciblage. Vous voyez que toute cette subvention-là ne bénéficie pas aux plus pauvres. Généralement, les plus pauvres n'absorbent que 10% de la subvention. Tout le reste entre dans les implicites et explicites et vont profiter à d'autres classes. Donc, il faut cibler. Il faut être graduel. La suppression aujourd'hui, la question allons-nous supprimer ou pas ne se pose plus. Pourquoi allons-nous le faire ne se pose plus. La principale question qui se pose, c'est comment devons-nous le faire. Alors donc, il faut préparer des plans. Il faudrait cibler les ménages les plus pauvres, les plus vulnérables. Et du point de vue économique, il faut découpler le tarif et la subvention à la consommation au niveau des ménages. Parce que maintenant, c'est intégré dans la tarification. On dit classe de telle classe à telle classe, vous avez ceci. Donc, ça d'abord, ça induit une confusion. Ça met ce qu'on appelle en économie, ça brouille le signal prix. Ce n'est pas le vrai prix du marché. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que les ménages les plus vulnérables qu'on doit subventionner, il faut les cibler et leur faire des dons de kilowattheure minimum par mois
l'effort des dons, des tickets pour consommer l'électricité et aller vers ce que M. Mbaye a formidablement décrit, c'est-à-dire le solaire domestique. C'est ça qu'il faudrait. Docteur, est-ce que je peux vous poser la question dessus? Alors, comment faire quand vous dites en fait donc il faut cibler avec les ménages les plus vulnérables, mais dans un pays où 95% des ménages sont vulnérables, comment on fait? Voilà, maintenant si on continue, effectivement, si on continue les politiques de subvention, comme beaucoup de pays l'ont fait les dernières années, au Nigeria par exemple, c'est parce qu'ils ont continué les politiques de subvention sur des décennies que quand ils ont commencé à appliquer la subvention, maintenant, le nombre de ménages vulnérables est passé à 60% de la population. C'est-à-dire, le plus tôt vous le faites, le mieux. C'est comme ça que vous pouvez rediriger les investissements vers des secteurs comme la santé, l'éducation, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de subventionner. Les pauvres, ce n'est pas ceux qui en profitent. Les autres en profitent. Et ça leur met dans une certaine situation qui ne les pousse pas à faire des recherches dans l'innovation pour réduire leur consommation. Vous voyez, et ça a un effet pervers, la subvention. Surtout les contrats opaques. Vous voyez que vous parlez tout à l'heure de barge au large du Sénégal, où on a un contrat de plusieurs années, mais aucun rapport n'a été publié sur les dépenses autour de ça. Le barge, c'est que le bateau qui est sur le bateau, port de Dakar, c'est ça, le bateau pour faire la qui est production. okay. C'est pas transparent. Donc ça fausse le signal prix. Et aussi, il faut cibler non seulement les ménages les plus vulnérables, mais les subventions aussi, il faut cibler les PME, PMI qui veulent décoller, qui doivent avoir en fait de l'énergie à un coût et être un peu stratégique. La Malaisie a fait des réformes en indexant la réduction des prix à des engagements des entreprises stratégiques, à des volumes d'exportation et à des nombres d'emplois créés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut de la prévisibilité, mais aussi il faut de la précision. Mais aussi il faut la transparence. Pour faire en fait la réforme, parce que comme il a dit, c'est pas sous pression, que ce soit sous pression ou non, il y a des réformes qui se font. On peut réformer en direction de la sous-pression. Et beaucoup de pays l'ont fait, on peut apprendre. Maroc a eu beaucoup d'expériences vertes avec l'énergie verte, de substitution de l'énergie. Donc nous devons aller vers ça. Et ici, en fait, ça nous permettrait de lutter contre les effets pervers de la subvention. Ça permettrait à l'État d'aller cibler les plus vulnérables et les entreprises stratégiques qui vont transformer le pays. Donc en réalité, la suppression de la subvention, ce n'est pas une mesure comptable. On ne doit pas voir ça comme une mesure comptable. C'est une mesure de politique publique. On doit utiliser l'opportunité de la subvention pour réfléchir à quel plan nous devons maximiser pour transformer l'énergie en fait en un outil d'investissement et un outil de transformation économique et de production au lieu de subir. C'est comme ça qu'on réagit quand on dirige. Mais je vous dis, ils l'ont tout à l'heure décrit, aucun État populiste ne s'engagera dans la subvention. Parce qu'en réalité, ça peut avoir des impacts au niveau social. Vous savez, le Nigeria a d'abord essayé en 2012. Ils ont reculé parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qu'on a appelés Occupy Nigeria, vous êtes au courant, et les gens ont reculé. Et maintenant, ils sont revenus en 2023 pour sauter, mais le saut était tellement brusque qu'il y a 23% d'augmentation du taux d'inflation et une augmentation des vulnérables. Maintenant, plus tard, ça a eu des impacts, commence à avoir des impacts positifs. Mais le président a pris des risques. Parce que c'est quand on fait des réformes de ces subventions, on doit profiter du bon temps. Quand vous arrivez au pouvoir, la première année, la deuxième année, où vous avez déjà le soutien des populations. Mais malheureusement, nos hommes politiques n'en profitent que pour remplir l'Assemblée nationale avec leurs députés. Mais s'ils en profitaient pour faire des mesures, commencer à faire la subvention, des réformes radicales, en ce moment-là, avant la fin de leur mandat, les choses commenceront à changer positivement. Mais ils vont se retrouver dans le piège de l'attentisme parce que, en continuant à faire les subventions, les populations ne bougent pas, il n'y a pas de grève des syndicalistes, etc. Maintenant, au milieu de leur mandat, ça ne se pose plus, ils vont refuser, ils ne vont pas le faire.
Et maintenant, on va faire face à des ajustements structurels. Et on fonce vers le mur. Quand on ne fait pas une politique publique qui va vers la suppression, la réorganisation, la réforme des subventions de l'énergie en Afrique, on va vers le mur. On va vers ce que le Nigeria a fait. On va arriver à un point où, au milieu de la nuit, on est obligé de le faire et les gens se réveillent, le prix de l'essence est multiplié par 3. Donc, il faut le faire de manière avec un rythme vraiment réfléchi. Et je pense que l'autre chose aussi qu'il faudra noter, c'est que pour la Sénélec, effectivement, mais c'est un gros bébé qui est entretenu par l'État. De quelle manière? Mais ils reçoivent des subventions de 300 à 500 et quand on ajoute les autres, ça fait 1000 milliards par an. Ils sont dans une situation confortable parce que l'État se décarcasse, fait des crédits, emprunte, fait en fait la mobilisation des recettes fiscales pour aller verser à la Sénélec. Qu'est-ce que la Sénélec fait? Elle n'investit pas dans la modernisation. Le plan de transition est trop lent. Il a parlé de 30%. On devait être aujourd'hui à 50%. C'était l'objectif. Donc, ça, tant qu'on ne bouscule pas la fourmière, on ne fera rien de bon. Et d'ailleurs, il y a des réformes que le Sénégal a votées pour démanteler et créer des filiales de la Sénélec, parce qu'il faut découpler, il faut avoir la production séparée, le transport et la distribution. On a voté la loi, mais personne n'avance. Pour quelle raison? On a un régulateur. Maintenant, la CEDEAO aussi a une politique régionale qui donne des recommandations. Les pays ne suivent pas. Et ce qui va se passer, c'est une bombe à retardement. Plus on tarde à commencer le processus, c'est un processus, on va arriver au mur et on fera ce que le Nigeria a fait. Donc, je pense, j'invite les autorités à prendre leur courage à deux mains et à engager les réformes du secteur de l'énergie avec les subventions. Non pas comme une action comptable en un temps en réduisant ceci, cela, mais de penser ça comme une politique publique, une réforme majeure qui va transformer notre visage. Je pense que c'est ça qui est. Il faut des réformes courageuses. Je viens vers vous, M. Mbaye. Vous disiez tantôt que par rapport à la suppression, vous avez votre idée là-dessus. Alors, vous avez la parole, vous écoutez. Merci. Mais, de toute façon, il est clair que supprimer en fait les subventions, moi je considère ça, de toute façon on l'a vécu dans pas mal de pays, mais toucher à la subvention sans en tout cas mesure d'accompagnement, c'est une bombe. Ça c'est une évidence. Moi ma réflexion elle est toute simple. Vous savez en fait, docteur l'a dit, Sénélec est actuellement un gros bébé qu'on chouchoute à gauche à droite. Il y a des efforts à faire en tout cas dans ce sens. Prenez en fait disons le découpage ou la décomposition des clients de Sénélec. Il y a les ménages et il y a les entreprises. Les ménages, on les divise en deux catégories. Il y a les vulnérables, en trois catégories subsidiaires. Il y a les vulnérables, il y a les moyens et il y a les riches. Mais si on touche à la subvention et que ce n'est pas ciblé d'abord, à qui ça profite? Ça ne profite pas aux couches vulnérables. Ça va plutôt, en tout cas, profiter à ceux qui ont les moyens de payer de l'électricité et qui se trouvent, en tout cas, voilà, avec un tarif intéressant. Quand on parle effectivement de toucher la subvention ciblée, on fait souvent allusion aux consommateurs vulnérables. Et là, ce qu'il faut faire, typiquement, moi je reviens sur les énergies renouvelables, la meilleure formule que doit faire l'État, et il faudrait surtout pas que cet État du Sénégal, en tout cas, ait une oreille attentive par rapport à la Sénélec, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis que quelque part, Sénélec ne veut pas lâcher, en tout cas, certains consommateurs. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout simplement, ces consommateurs génèrent, disons, de l'argent pour la Sénélec. Payer des factures. Payer des factures, typiquement. Et si Sénélec perd ses clients, ben c'est de l'argent en moins. Mais la Sénélec
vraiment à d'autres pistes pour se restructurer. Et c'est pas chez les consommateurs. Et quelles sont ces pistes-là, brièvement? Ben, typiquement, on parle de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO. Actuellement, on a le réseau WAP, le West African Power Pool, qui est ouvert. Ça veut simplement dire que on peut produire de l'électricité au Sénégal et le vendre au Nigeria. En utilisant les autres, enfin, en tout cas les pylônes qui passent par la CEDEAO. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est un exemple patent. Mais pour revenir sur les consommateurs, en tout cas les consommateurs les plus vulnérables, moi quand je dis qu'effectivement il faudrait qu'on aille vers le solaire, toucher à la subvention, la première mesure d'accompagnement qu'il faut faire, c'est accompagner les couches vulnérables à investir vers le solaire. Parce que moi je suis... Ils en ont les moyens, c'est couches vulnérables. Exactement. Moi, j'interviens dans ce domaine. Je gagne ma vie avec le solaire. Mais typiquement, au niveau des résidences, quand j'analyse le profil de consommation, quand c'est trop bas, je ne le conseille pas. Parce que, effectivement, l'investissement peut être cher et le retour sur l'investissement n'est pas garanti. N'est pas intéressant pour le consommateur. Donc, du point de vue, en tout cas, par rapport à ces consommateurs, il n'y a que l'État qui peut les accompagner. À travers, justement, des subventions, en tout cas des aides. On revient aux subventions. Mais exactement, parce que, vous savez, le solaire, quand on investit, à un moment donné, c'est pour quelques années. 1 an, 2 ans, 3 ans de retour d'investissement. La suite, c'est du bénéfice. C'est comme si, en fait, on va arrêter les subventions. Mais la première mesure, à mon avis, qu'il faut faire, c'est d'accompagner ces consommateurs vulnérables pour qu'ils migrent vers le solaire. Un mal nécessaire pour récolter à long terme. Et ça ne s'arrête pas là. Même au niveau des entreprises, il y a la technologie qu'on appelle communément CNI, Commercial and Industrial. Il est possible pour, en tout cas, des industries, des PME, PMI qui ont des j'allais dire, des toitures, au lieu de les mettre en tôle, ben, on va les étaler de panneaux solaires pour baisser leur charge. Et ça, c'est tout à fait possible. Je vais choquer mon vis-à-vis. Choquez-le, vous avez la permission. Tantôt, en fait, en offre, je disais que je payais moins de 10 000 francs par mois. Mais je vais vous choquer encore plus. Moi, je charge, seulement, le premier, je charge 3 000 francs. 3 000 francs du bien. Et le 15, je vais charger 3 000 francs. Ça fait 6 000 francs. C'est encore... Exactement. Pour un duplex, en plus, là, vous m'avez dit en plus. Et pour un duplex, je ne me gêne pas. Et je ne me gêne pas par rapport à mes équipements. Je laisse la clim tourner. Tous mes appareils, je taquinais, disons, comment dirais-je, un ami qui est chez Darty, je lui disais que je vais te rendre visite pour acheter en fait beaucoup d'équipements électroménagers. Mais c'est juste pour dire, toucher à la subvention, c'est par rapport aux politiques publiques, ça peut être envisagé, mais il faut l'accompagner. Oui. Exactement. Alors, oui, docteur, allez-y. Mais en fait aussi, pour le solaire, même si c'est cher au niveau d'un ménage qui ne consomme pas beaucoup, je pense que vous avez des solutions comme des mini-grids. Voilà, des mini-grids qu'on peut faire pour des communautés vulnérables et qui ne sont pas connectés au réseau. C'est possible, c'est de beaucoup de pays, il y a des programmes même régionaux au niveau de la CEDEAO qui sont spécialisés dans ça. Mais dans l'autre aussi aspect, c'est que aussi quand on fait la politique pour les subventions, c'est pas une politique en silo. Les gouvernements doivent avoir une stratégie d'ensemble. Parce que souvent ce qui se passe, les gouvernements, ils sont en train de scier les branches sur lesquelles ils sont eux-mêmes assis. Comment pouvez-vous être coincé par la subvention du carburant? Vous devez réduire la consommation de carburant
Et immédiatement, vous prenez une décision pour augmenter l'âge des véhicules importés. Et les vieux véhicules consomment plus. Donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez subventionner les véhicules que vous leur demandez d'importer, en plus de ce que vous êtes en train de subventionner aujourd'hui. Donc, il y a eu ce problème d'incohérence. Parce que c'est un système qui va ensemble, comme il a dit. On doit penser aussi aux effets environnementaux. Quand vous ne réduisez pas le coût du carburant, quand vous subventionnez le carburant, ça pousse les classes moyennes et les classes aisées au gaspillage. Les gens ne vont plus vers des politiques de transport en commun, qui sont les politiques les plus efficientes, comme les terres, les BRT, les bus, les transports d'académiques, etc. C'est ça qu'il faut, les Tata, c'est ça qu'il faut encourager. Mais si vous laissez le prix du carburant accessible à tout le monde, vous faites une subvention universelle généralisée, alors ça pousse chacun à essayer de chercher son véhicule. C'est ce qui est arrivé au Nigeria. Et le Nigeria, ce qui était intéressant là-bas, c'est que chaque jour, au moment de leur subvention, chaque jour, 66 millions de litres quittaient la compagnie de production vers les pays voisins. Chaque jour, 66 millions de litres. En contrebande. En contrebande. Qui sont vendus dans les autres pays et qui vont impacter leur marché intérieur et qui vont impacter. Le Nigeria est en train de subventionner les voisins. Donc c'est ça, en réalité, je pense qu'il l'a résumé. C'est de faire des actions réfléchies et mon ami qui pense beaucoup, etc. C'est ça, en fait, le centre de la stratégie. Il faut faire une analyse fine. Les données existent. Faire une politique d'ensemble, identifier les ménages vulnérables, découpler le tarif et la subvention. Mais peut-être pour dire, je pense qu'autour de la table, en tout cas, en écoutant le docteur et puis en écoutant M. Mbaye, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut réformer. Je pense que c'est ça, autour de la réforme. Donc c'est le leitmotiv. La solution, oui. Et je rajoute en fait courageuse, parce que c'est ça en gros de moi dont il s'agit. Alors, il faut aussi, c'est-à-dire que je vais juste en fait ouvrir un petit aparté, parce qu'il faut aussi dire qu'on sait bien, même si c'est l'ancien gouvernement, le Sénégal en 2011, délestage incroyable, comme la plupart de ses voisins. Le président Sall, Macky Sall, quand même, durant son mandat, a fait en sorte que le Sénégal, depuis 2012, grâce au privé qu'ils ont mis en place, peut-être les contrats n'étaient pas aussi transparents que demain qu'on le veut, mais aujourd'hui, à l'instant T qu'on parle, à Dakar, au Sénégal, de manière générale, délestage, on ne connaît plus. Contrairement lorsque vous voyagez dans certains pays, beaucoup de pays, du moins dans la sous-région, ils ont ce problème-là. Donc ça, quand même, il faut le dire, le gouvernement du président Sall a définitivement... Ça a commencé avec le plan Takal. Voilà, exact. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a exécuté, parce que tout à l'heure, on a parlé des mauvaises exécutions, mais là, quand même, ils ont exécuté. Donc ça, il faut le dire. Je ferme la parenthèse. Juste, il fait la parenthèse. À quel coût? Mais justement, alors c'est ça. Alors, justement, c'est-à-dire que, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que les politiques, comme nous savons tous, ils raisonnent à court-termiste, effectivement. C'est-à-dire que le président Sall, lorsqu'il a augmenté, parce qu'il a supprimé, le FMI lui a demandé, vous ne pouvez plus garder la subvention sur l'essence. C'est ce qu'il a fait. Et le FMI a demandé aussi qu'on prenne, en fait, qu'on enlève également les subventions sur le gasoil. Mais il a dit non, parce qu'à l'époque, il y avait les histoires de perspective de troisième mandat. S'il enlevait la subvention sur le gasoil, tous les prix du transport allaient augmenter et justement, là, on allait tomber, en fait, comme pour le Nigeria. Mais ceci étant, moi, je trouve que, une fois encore, ce dont on a besoin, je trouve, c'est la réforme en profondeur. Tout à l'heure, on a dit les couches vulnérables. Moi, je suis d'accord, en fait. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est de comment il faut accompagner. Et c'est là où je dis, l'État qui manque souvent de solutions innovantes pour régler le problème de chômage. Là, vous avez, pour moi, un secteur incroyable avec lequel vous pouvez carrément, en fait, créer, en fait, des milliers, des dizaines de milliers, en fait, d'activités et puis d'emplois, du moins pour nos jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, Monsieur Mbaye parlait tout à l'heure, il faut les couches vulnérables. J'ai taquiné le docteur tout à l'heure quand vous avez 95% de couches vulnérables, du moins dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire qu'il faut équiper du solaire, mais vous n'allez pas importer de la Chine
du moins tous vos solaires. Aujourd'hui, même si la Chine aujourd'hui reste le leader du moins du solaire, vous pouvez parfaitement développer une activité autour de ça pour démarrer peut-être en assemblage et puis ensuite pour développer en sachant que la technologie maintenant est disponible. Vous pouvez développer ça. Ensuite, par rapport aux entreprises, l'économie, je pense que le docteur ne me contredira pas, l'économie c'est quoi? C'est la transformation en fait du moins de l'énergie. Si vous ne transformez pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. Il suffit de regarder l'Allemagne, avant et après guerre avec la Russie. Avant guerre la Russie, l'économie la plus prospère au monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'énergie la moins chère fournie par les Russes. Problème avec les Russes, ils ont coupé les vannes, ou du moins eux-mêmes, bref, en tout cas, ils ont coupé les vannes. Aujourd'hui, l'Allemagne revient au charbon, une économie en déclin, qu'on appelle ça là, une industrie finalement quasi morte. La même chose également finalement dans tous les pays qui n'ont plus accès, par exemple comme la France, qui sont sortis du moins du nucléaire. Bref, qui sont sortis du nucléaire, un prix beaucoup plus accessible, et puis du moins qui s'est remis à l'éolienne, maintenant qu'il veut revenir au nucléaire, en bref. Donc, ce que je veux dire juste par là, c'est quoi? C'est que il faut que nous avancions. Mais moi, pour moi, c'est que la réforme, moi je suis d'accord avec vous, docteur Justin, en fait, et puis je finis dessus, je suis d'accord qu'il faut qu'on réforme. Et si on doit réformer, pour moi, c'est avec la partie haute qu'on doit faire. C'est-à-dire que qu'on commence d'abord la graduation vers la partie haute, et non pas vers la partie basse. Ce que je veux dire par là, c'est que si on doit réformer, on doit économiser avec tous ceux, finalement, les privilégiés de ce pays-là. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, docteur. Ici, je l'ai dit, moi, je prône que les ministres prennent les transports. C'est-à-dire que les députés prennent les transports. Je ne comprends pas pourquoi un député qui a Tambacounda, pourquoi il ne pourrait pas prendre le Dakar Demlik, comme vous avez dit, en fait. C'est-à-dire que oui, ça permettrait, finalement, de pouvoir faire des économies. Vous me direz, oui, un député, c'est pas ça, mais si l'ensemble des personnes, si nous avons un transport public développé, incitatif, mais je pense que là, nous pourrons désormais finalement avoir quelque chose, c'est-à-dire que ce que le docteur appelait en termes de graduation, en termes de subvention, ça sera moins, c'est-à-dire ça sera pas aussi aigu en termes de ressenti en fait, aussi bien dans le portefeuille que sur qu'on appelle ça là, sur nos habitudes en fait. Voilà. Donc moi je suis pour synthétiser juste mon propos à Dominique, je suis pour la réforme, mais la réforme en fait en commençant par la tranche haute. C'est-à-dire que qu'on réforme ceux qui sont les plus privilégiés. C'est-à-dire que si on doit si on doit supprimer la subvention d'abord, qu'on commence d'abord par les plus privilégiés et on va descendre. Voilà. Alors, le grand débat d'aujourd'hui, Afrique, doit-on supprimer les subventions à l'énergie? Donc, nous allons aborder le dernier virage de cette émission. Je viens vers vous, docteur Ba. Vous avez dit on doit plus poser la question si on doit supprimer ou pas. Ça, la réponse, elle est claire, mais là, c'est le comment. Et vous avez parlé des réformes courageuses. Alors, c'est vrai que vous avez déjà brossé brièvement, mais nous voudrions creuser davantage, donc quelques points essentiels sur ces réformes courageuses. Voilà, donc merci bien, je pense que le débat est très intéressant, j'ai beaucoup appris. Alors, il faut d'abord faire le benchmarking, il faut apprendre, parce que les pays africains ne sont pas nouveaux dans les réformes de suppression. Nous avons l'exemple égyptien, qui était plus étalé dans le temps, nous avons l'exemple nigérian, qui était brusque, qui sont les deux extrêmes. Et nous avons des exemples comme le Ghana, qui, face au problème de Doomsor, les crises du secteur de l'électricité, c'est venu à réduire, à supprimer les subventions dans l'essence. Alors, maintenant, il faudrait différencier les types d'énergie. Parce que pour les carburants, essence et diesel, là-bas, il faut des mesures courageuses pour supprimer. Pour laisser le signal prix, l'État peut jouer un rôle de régulateur. Renforcer le transport public. Excusez-moi, docteur, est-ce que juste là-dessus, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que si vous dites effectivement donc il faut avoir quand même le courage de supprimer, moi je suis d'accord, mais comme vous êtes économiste, que fait-on de l'inflation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Voilà, c'est ça que je suis en train de développer. Ah ok, d'accord, très bien. Parce qu'il faut faire des mesures d'accompagnement. M. Baye l'a dit tout à l'heure. Parce que quand vous êtes... c'est graduel. Par exemple, qu'est-ce que l'Égypte a fait? Ils ont augmenté, ils ont supprimé la subvention progressivement en profitant des périodes de faible consommation. Des périodes de pic. Ils ont fait des analyses chronologiques sur un long temps pour voir quand les gens consomment plus, quand ils consomment moins. Et quand ils arrivent dans les périodes où ils consomment moins, ils font une petite suppression de 20% ici, 15% là-bas. Et ils l'accompagnent avec des programmes
qui sont en fait des programmes sociaux, des filets sociaux. Il l'accompagne aussi avec l'appui aux PME, PMI, etc. Donc ça, c'est un cas sur lequel on doit apprendre. Il y a le cas du Nigeria qui allait jusqu'au mur pour réagir un jour et 23% d'inflation. Mouvement populaire, etc. Et l'État a réagi avec des réformes. Mais il y a des cas intermédiaires. Donc pour le problème du carburant, je pense que là-bas, il y a beaucoup de coupes qu'on peut faire. Mais essayer d'appuyer les organisations de transporteurs, essayer d'appuyer les secteurs, les niches d'entreprises qui ont leur chiffre d'affaires à partir de la mobilité du transport pour que l'impact ne soit pas extrêmement élevé. Maintenant, le deuxième volet, c'est l'électricité. L'électricité, on peut réformer ça en allant vers ce que M. Baye a dit tout à l'heure, le mix avec l'énergie renouvelable. Il faut penser à ça. Il faudrait découpler, il faut faire des réformes des unités de power utilities comme Senelec, que ces structures quittent le statut de bébé pour aller vers l'adolescence, en faisant des réformes dans leur système de gestion, dans le système de management, dans le système de production, investir dans l'énergie renouvelable pour quitter 30% pour aller vers 70%. Et 80% qui est l'objectif du Sénégal vers 2030. Donc le troisième volet maintenant, où la subvention maintenant, là où on doit être vraiment prudent, c'est la subvention du gaz de pétrole liquéfié, qu'on appelle gaz butane. Parce que cette subvention-là avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de favoriser la consommation de gaz butane pour remplacer la cuisson par bois, la destruction de l'environnement. Donc, pour que les gens aillent vers le gaz, pour avoir un meilleur système de vie, un meilleur cadre de vie. Donc là-bas, on ne peut pas venir et supprimer comme ça. Il faudrait réfléchir peut-être à des arrangements. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que le gaz butane protège l'environnement par rapport au bois. Donc, il faut éduquer les populations et avoir maintenant de nouvelles méthodes. En fait, comment faire avec le solaire, comment faire avec des petites batteries localisées pour la cuisson, etc. Mais voilà les trois différents éléments de type d'énergie sur lesquels chaque réflexion doit être différenciée. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est de réformer la transparence au niveau de la gestion publique. Publier les contrats, laisser le régulateur faire son travail, et faire travailler les industries qui sont dans l'énergie renouvelable, le soleil, biogaz, etc. Il y en a au Sénégal. Il faut les appuyer pour que ces entreprises viennent aider le gouvernement à transformer le pays. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de rester et ne rien faire. C'est de rester et ne rien faire. Et aussi, je voulais rebondir sur Gas to Power. Économiquement, il est démontré que cette substitution-là, en faisant ton gaz, ne réduit pas forcément les coûts. Il ne faut pas promettre aux gens des choses. Parce qu'on peut avoir notre gaz, on l'utilise, mais les coûts ne vont pas baisser. Et les gens ne comprendront pas, parce que c'est des termes économiques. Ce n'est pas parce que vous faites une substitution qu'automatiquement le prix baisse. Si vous ne faites pas de l'accompagnement dans la modernisation de vos machines, de votre système de production, de l'innovation, ça ne changera rien. Et il y a une transition. Vous passez d'un système à un autre. Il y a des investissements lourds qu'il faut mettre en place. Donc je pense que je suis d'accord avec l'intervention. C'est de faire de manière graduelle, bien pensée, avec la protection des populations vulnérables, mais d'utiliser la réforme sur les subventions, non pas comme une réaction, mais comme une politique publique, un levier pour transformer l'industrialisation du pays. Alors, voilà. J'en viens à vous, Adama. On parle beaucoup de transition énergétique. À votre avis, comment accompagner les populations vulnérables et les PMI? Voilà. D'abord, pour réformer juste le débat par rapport à l'énergie fossile, à la Senelec, l'analyse devrait être poussée en amont pour s'intéresser par exemple aux sociétés de raffinage. Au Sénégal, c'est la SAR, au Cameroun, c'est la Sonara, etc. Et ces sociétés de raffinage souvent sont
en capacité qui ne leur permettent pas d'être rentables à prime abord. Et c'est des sociétés extrêmement aussi subventionnées, tout comme le syndrome de la Sénélec. Et c'est des sociétés qui dépendent de l'importation de fioul lourd ou d'autres produits pétroliers. Et c'est des sociétés qui sont souvent déficitaires dans la sous-région. Donc, ça expose la production et la consommation aussi d'électricité. Et là, je vois par exemple que entre la Sénélec et la SAR, il y a toujours des problèmes de facture, de dette. Idem avec l'État aussi. La question, c'est de voir comment transformer ces sociétés africaines de raffinage, ces sociétés de raffinage, de leur modèle de société constamment déficitaire en société rentable. J'ai vu qu'au Nigeria, avec la raffinerie de Dangote, donc beaucoup de choses étaient attendues en termes justement de baisse de tension entre l'offre et la demande. Mais à ce jour, ce n'est pas totalement réglé au Nigeria. Hein. Il y a 4 raffineries publiques qui sont quasiment à l'arrêt, mais la raffinerie Dangote n'est pas encore à l'optimum. Donc, est-ce qu'il faudrait essayer d'aller vers au niveau ouest africain, au niveau de la CEDEAO, puisqu'on parle beaucoup de monnaie commune, mais parler de raffinerie commune, sachant qu'il y a des pays qui ont des avantages comparatifs. Sur le gaz, par exemple, le WAPCO, c'est bien le gaz, comment on l'appelle? Il a tellement changé de nom. Le pipeline, voilà, exactement. Donc, est-ce que là, ce n'est pas une solution, justement, pour aller vers ce marché commun de l'énergie, de l'électricité, et pouvoir connecter les déficits avec les excédents pour avoir une régulation au niveau ouest africain. Je pense que là, c'est une solution. Quant à la subvention, moi, je pense que le FMI met trop le curseur sur le producteur indépendant, les fournisseurs aux compagnies publiques. Donc, l'idée, c'est éviter que ces compagnies préservent leurs investissements, sachant que souvent, c'est des investissements garantis par nos États et par la Banque mondiale. Donc, je pense que la partie inflation doit mériter toute notre attention, parce que si vous supprimez, par exemple, ou si vous augmentez, ça revient à augmenter de 20% le carburant à la pompe, vous allez augmenter automatiquement le transport et vous allez affecter les ménages les plus vulnérables, parce qu'au Sénégal, par exemple, si vous touchez au gasoil plutôt, vous allez pratiquement toucher 100% des populations vulnérables dans le déplacement quotidien au niveau urbain et interurbain. Mais pourtant, Adama, justement, peut-être pour rebondir là-dessus, mais il faut qu'on réforme, Adama. C'est-à-dire que c'est ça, en gros. Justement, il faut qu'on réforme, mais à mon avis, la vraie réforme au niveau, c'est la restructuration par exemple, des sociétés publiques, voilà. C'est la restructuration. Par exemple, aujourd'hui, qui peut me dire il y a combien d'effectifs à la Sénélec? Il n'y a qu'un expert de la Sénélec. Ou bien à Eléo. Oui. Quand est-ce que les derniers comptes de la Sénélec ont été publiés? Effectivement, moi je te fais confiance, hein. C'est-à-dire que voilà. C'est ton métier. Donc, si tu poses je pense que la transparence, la gouvernance, tout cela passe par justement la restructuration, et on ne ferait pas économie d'une ouverture de capital, hein, en empruntant l'exemple de la Sonatel, d'une ouverture du capital de la Sénélec à un privé. Ça va induire plus de bonne gouvernance au niveau de la gestion des comptes. Ça va entraîner forcément un débat sur la restructuration, la réduction des effectifs, sachant que les syndicats aujourd'hui sont très puissants et l'État aussi est très puissant dans la Sénélec, et c'est une entreprise publique, donc comme toute entreprise publique, elle a du mal à se réformer. Oui. Mais là, tu as cité l'exemple de Sonatel, c'est intéressant parce que là, c'est une concession de service public, c'est-à-dire que l'État du Sénégal a vendu donc à l'époque au groupe Orange, qui est aujourd'hui donc l'actionnaire majoritaire, du moins je ne sais pas si c'est majoritaire, en tout cas dans le capital,
Et ils ont effectivement, donc j'imagine là je te vois venir, ils ont amené la société à la bourse justement pour pouvoir lever des capitaux. Est-ce que c'est ça la solution qu'on veut pour la Sénélec, en sachant qu'il y a 3 parts bien précises du moins sur la chaîne, la partie production, la partie transport et puis la partie distribution. Maintenant, quelle est la partie, je sais pas, peut-être M. Mbaye, peut-être, je sais pas, je pense qu'il avait évoqué tout à l'heure, quelle est la partie la plus adéquate pour l'amener justement à la bourse? Parce qu'une fois encore... Moi, juste pour terminer, je pense que sur la production, il n'y a plus de débat. C'est complètement libéralisé. Mais donc... sur le transport et la distribution, peut-être là, il y a à manger et à boire. Sur la distribution, sur le transport, je pense que l'exemple qu'on a vécu, je pense, il y a quelques décennies en Amérique, en Californie, où la libéralisation du transport avait entraîné une dérégulation des prix. Et ça avait créé une crise économique dans l'État de Californie. Et c'est là où je vais en venir. Maintenant, sur la distribution, je pense qu'aujourd'hui, on devrait quand même libéraliser. On devrait permettre c'est-à-dire induire plus de concurrence. Comme la Sénat. Effectivement, mais comme c'est la Sénat. Moi, ma position, c'est que moi, je suis en gros, pour moi, c'est un service régalien de l'État, le fait de fournir l'énergie à sa population. Pour ça, je pose la question. Donc, un service soutenable. Oui, mais il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'investissement, il faut investir. Mais c'est quelle partie, du moins de la chaîne, qu'on devrait en fait rendre public, en sachant que l'État, justement, là, tu as cité l'exemple du moins de Californie. Il suffit de regarder, par exemple, l'exemple de EDF en France. EDF, la manière dont ils ont finalement privatisé EDF, aujourd'hui, les gens disent, bah, attendez, mais c'était quand même un service universel qui fournissait quand même de l'énergie à des coûts très accessibles, d'accord, peut-être avec de nucléaire du moins à la base, mais néanmoins ils ont su garder en fait du moins cette entité-là. Donc moi je suis pour docteur, je pense qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de la partie le retard d'investissement de la Sénélec. Il faut qu'ils investissent, il faut qu'on a besoin finalement du moins des capitaux. Et c'est là où j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avancer, l'État puisse arbitrer, faire des réformes courageuses, couper là où ça sert à rien. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ne servent strictement à rien, à part de servir les privilégiés de l'État. Il y a vraiment des choses, finalement, du moins qu'il faut couper. Il y a des choses incroyables. Hein. Là, tout à l'heure, j'ai évoqué le budget global, juste du moins du ministère de budget. Vous avez, regarde les agences, les nombres d'agences, on en a parlé, combien, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un sait combien chaque agence gère comme budget, combien a-t-il d'effectifs, combien chaque agence dépense en termes de factures à la Sénélec? Peut-être, il faudrait qu'il se rapproche de M. Mbaye pour qu'il puisse les installer dans chaque agence, qu'on appelle ça, là, les fameux panneaux, pour qu'on puisse économiser, parce que la dette en question dont on parle, c'est tout ça aussi. Quand tu as évoqué tout à l'heure, Adama, nos hôpitaux publics, ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nos hôpitaux publics, problème de l'énergie, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils paient leurs factures à la Sénélec? Bref, donc, en fait, moi, mon propos, c'est juste dire que nous devons avancer, nous devons réformer. Ça, c'est mon point. Donc, privatiser. Non, justement, c'est-à-dire que moi, je suis pas fermé à la privatisation. Je vous dis juste, en fait, qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'il y a les expériences. Là, tu as cité la Californie. On peut aussi, donc là, j'ai cité EDF. On peut regarder d'autres pays. Est-ce que nous, Africains, on devrait s'inspirer des modèles des autres continents devant nos réalités ici en Afrique? Mais parce qu'on réinvente pas la roue, Dominique. C'est-à-dire qu'il y a des réalités universelles. L'économie, il n'y a pas une, d'accord, l'économie, c'est-à-dire que là, on peut sur d'économie, c'est-à-dire que si c'était, je veux dire, il y a des règles en fait universelles en fait. C'est-à-dire que nous, Africains, on n'est pas hors monde. Nous sommes dans le monde. Nous avons nos spécificités, comme comme l'Asie centrale a sa spécificité, l'Amérique latine a sa spécificité, mais l'Asie a sa spécificité. Mais je remarque juste que l'Amérique du Nord a sa spécificité. Mais je remarque juste que ces pays-là, ils ont su en fait avancer. On peut s'inspirer de ces pays alors. Mais il faut qu'on s'inspire de ces pays-là. En adaptant, mais il faut un effort. Par exemple, nous avons des éminents spécialistes ici. Il faut justement que nos politiques, c'est ça le problème, il faut que nos politiques écoutent. Il faut que nos politiques appliquent, ils ne savent pas. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui travaillent, les gens écrivent des livres, c'est qu'ils maîtrisent le sujet. Il faut qu'ils écoutent, du moins, ces personnes-là. Bon, parce qu'ils sont avec nous, c'est pour ça que c'est pour ça que je fais leur promotion, mais au-delà, je m'imagine, il y a d'autres personnes encore. Voilà. Mais il faut que nos politiques écoutent. Ils ne savent pas. Ce sont des politiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. D'accord. Donc, j'en viens à M. Mbaye par rapport aux réformes.
Donc, en tant qu'expert en énergie renouvelable, il y a certainement des points que vous voulez aborder et donc par rapport aux réformes. Je voulais juste effectivement revenir sur, disons, l'histoire des outils de production. Parce qu'effectivement, si on prend, en fait, en tout cas, si on regarde, disons, le bouquet énergétique dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou partout dans le monde, la part, en tout cas, qu'occupent les énergies à base de fioul est très faible. Parce que simplement, le fioul coûte cher en exploitation. Donc, typiquement, en fait, quitter le fioul pour aller vers le gaz parce que le gaz, il faut comprendre que c'est pas le gaz, en fait, comprimé qui donne de l'énergie comme avant. On parle souvent de centrales à cycle combiné. Ça dit qu'on fait, en fait, 2 étages, en fait, dans un même produit. C'est comme qui dirait qu'on améliore l'efficacité. Donc, typiquement, ce qui est sûr et certain, même s'il y a des aspects économiques à faire, à tenir en compte, il est clair qu'aller vers le gaz est bénéfique pour le Sénégal. Maintenant, pour revenir pour rester sur, en tout cas, cette question, est-ce qu'il faut démanteler Sénélec, est-ce qu'il faut conserver l'outil de production, etc. Moi, je pense qu'il s'est passé, effectivement, les éléments vous le rappelez tantôt, 2011, on l'a vécu ici. Ça a été un traumatisme. Et il est clair que quand Macky Sall, je veux dire, même Abdoulaye Wade, quand il était là, il avait demandé qu'on trouve des solutions. Et c'est là qu'avait amorcé justement ce fameux plan Takal, qu'ils ont pérennisé. Et la ligne directrice par rapport au gouvernement sortant, c'était 0 coupure. Enfin, 0 coupure, c'est trop dire, mais le minimum de coupure. Ça veut simplement dire qu'il faut stabiliser l'énergie. Et c'est là qu'ils ont vraiment ouvert, en tout cas, la partie production pour que les IPP rentrent pour proposer des solutions. Mais si vous allez discuter avec certains cadres de Sénélec, je peux vous assurer que tout le monde n'est pas d'accord. Parce que, en fait, il y a des cadres qui veulent retrouver leur outil de production. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je pense que le débat, en tout cas, il peut être ouvert. Mais il y en a qui disent qu'effectivement, il faudrait qu'on élargisse la production pour faire rentrer les IPP. Moi, en tout cas, ma vision sur ce domaine est assez claire. Dès lors que le Sénégal est devenu pays producteur de gaz, il faudrait effectivement qu'on mette le paquet sur ce segment, que ce soit en production propre Sénélec ou en IPP. Il faudrait que le segment gaz puisse être la source dominante de notre mix. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, les énergies renouvelables comme le solaire, il est clair qu'on ne peut pas compter sur le solaire pour s'industrialiser. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai l'habitude de... Partout, en tout cas, je le défends. Je suis un défenseur du sol, je suis un défenseur du solaire. Mais je dis souvent qu'il faudrait qu'on fasse attention à cette énergie. Il ne faudrait pas qu'on pense que le solaire va nous tirer vers l'industrialisation. Ce n'est pas possible. Ça peut régler cette question de subvention, en tout cas par rapport aux ménages qui sont relativement faibles. Et ce que je pouvais toujours ajouter par rapport à cette couche vulnérable, tantôt on parlait de la Sonatel. Moi, j'ai mon portable, j'ai mon numéro. Je peux acheter du crédit pour quelqu'un. Je peux acheter du crédit pour un parent. Vous savez, j'ai donné tantôt l'exemple de mon installation. Moi, je produis chez moi de l'électricité. Le code de l'électricité, théoriquement, ne me permet pas de vendre mon surplus à la Sénélec. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de gaspiller, de le consommer. Mais qu'est-ce qui empêcherait à l'État, moi je ne parle plus de Sénélec, qu'est-ce qui empêcherait à l'État
de mettre, comme on dit, les voies et moyens pour que moi-même, en tant que micro-producteur, de revendre. Et si je ne peux pas revendre, mais au moins de pouvoir donner de l'électricité à mon voisin ou à mon parent qui en a besoin. Ce qui se fait ailleurs. Ce sont des pistes qui sont là. Il faudrait juste que l'État, en tout cas, ait cette volonté et travaille avec effectivement ceux qui connaissent le secteur et ceux qui ont envie de faire avancer ce pays. Parce qu'il faut le dire, hein, tant qu'effectivement on va, voilà, c'est pas qu'on continue avec la même équipe, mais il faut à un moment donné que ça change. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas compter sur le solaire pour s'industrialiser. Alors maintenant, quelle pourrait être la part du solaire dans ce processus de suppression graduelle de subventions? Vous savez, en fait, moi, j'ai des statistiques qui sont assez parlantes. C'est vrai que quand on compare le Sénégal, il faut le comparer à des pays à la limite comparable. On ne va pas comparer le Sénégal avec le Bissau, c'est pas possible. Mais le Sénégal, on peut le comparer au Maroc ou à l'Afrique du Sud. Pourquoi pas la Guinée-Bissau? Parce que ce pays produit très peu d'électricité. Okay. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans le bouquet, en tout cas énergétique, moi, je gagne ma vie sur le solaire. Si ça ne dépendait que de moi, ben, tout solaire est ouvert. Mais ce n'est pas possible, industriellement parlant. Quand on parle de bouquet énergétique, moi, généralement, je ne mets pas au devant l'objectif d'atteindre un taux de renouvelable. C'est-à-dire que je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je veux un Sénégal industriel. Et c'est là où je pose la question, qu'est-ce qu'il me faut comme énergie? Et c'est là où je mets sur la table toutes les formes d'énergie qui sont possibles. Si on avait l'hydraulique, ok. Si on a le gaz, ok. On a le soleil, ok. L'éolien. Un assemblage. Un assemblage. Okay. Le pétrole aussi. Le pétrole, c'est vrai qu'il est exceptionnel. Mais dès lors qu'on réfléchit comme ça, à un moment donné, ça va être clair dans la tête des décideurs qu'il nous faudrait tant de parts d'énergie fossile et tant de parts d'énergie renouvelable. Okay. Mais partir d'un coup pour dire qu'on va atteindre, par exemple, 40%, 50%, mais moi je le dis souvent, on va faire plaisir aux GIEC. Et ce n'est pas l'objectif de ce pays. Ce pays veut se développer. Il faudrait qu'on fasse très attention, en tout cas par rapport à ce discours. Moi, j'aimerais que vraiment qu'on soit beaucoup plus réaliste que d'avancer en fait dans des considérations climatiques un peu à l'image du GIEC ou de l'ONU qui nous ont mis dans ce pétrole. D'accord. Nous allons à présent entrer dans les conclusions. 1 minute à chacun d'entre vous. Je commence avec vous, Dr Ba. Le mot de la fin par rapport à ce sujet. Oui, en fait, il y a beaucoup d'options. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le coût du kilowatt-heure de la Sénélec est le plus cher du monde. Ah, du monde? Oui. 92 francs CFA par kilowattheure, alors que la moyenne dans la sous-région, c'est autour de 70. Et la cote, voilà, donc ça signifie que l'État subventionne les inefficiences de la Sénélec. Parce que la Sénélec, si elle était efficiente, aurait produit un coût qui est au moins à la moyenne de la sous-région. Cas du Sénégal. Mais, voilà, le Sénégal. C'est parce que il y a des problèmes de production, des problèmes d'efficience, et ça se répercute aussi, ça augmente la subvention de l'État. Donc, comme j'ai dit, pour conclure, je suis très content. Mes co-débatteurs, vraiment, j'ai beaucoup appris. Et merci pour votre animation, et je vous remercie. J'en viens voir Adama. 1 minute, le mot de la fin. Je suis très partagé sur la question de la subvention. Et je ne sais pas où donner de la tête, sachant que si on retirait la subvention aujourd'hui,
ça allait entraîner une terrible inflation des prix, déjà que les prix sont élevés. D'autre part, je ne crois pas que la subvention soit efficace, parce qu'on a l'impression que malgré la subvention, l'électricité coûte cher. Je parlais à des opérateurs économiques dans le secteur agricole qui se plaignaient justement des coûts d'électricité dans la riziculture, par exemple, et qui se plaignaient aussi parce qu'il n'y a pas que la consommation à payer, mais il y a aussi tout un système de pose de compteurs et tout, et qui viennent vraiment freiner la transformation justement du riz paddy en riz blanc. Donc c'est juste un exemple, mais je suis très très sceptique par rapport à enlever la subvention. Je préférerais plutôt qu'on réforme, qu'on restructure, qu'on fasse un audit du personnel, un audit des contrats, comme l'a dit d'ailleurs Dr Ba dans sa chronique. On a eu le plaisir de partager à travers Financial Afrique. Donc un audit des contrats, surtout les contrats d'achat, le contrat avec, vous avez parlé des barges, mais peut-être tous les producteurs indépendants, qu'on sache donc combien ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte. Merci pour ce mot de la fin. J'en viens à vous, Monsieur Mbaye. 1 minute. Hein? 1 minute, pas plus, ok. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce plateau avec vous. J'avoue que de moins en moins, je réponds aux sollicitations pour des raisons personnelles. Mais quand ici il s'agit de Financial Afrique, j'ai tout de suite donné mon accord. Et par rapport au sujet du jour? Et par rapport au sujet du jour, effectivement, 1 minute. La subvention, on ne peut pas y toucher sans accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je conclue avec vous, Rivo. Justement, donc moi, c'est juste 2 points. Premier point, 45 secondes. Oui. Je suis pour le maintien de la subvention et je suis pour, en fait, une réforme ciblée, graduée, en commençant par le haut. Voilà. C'est-à-dire qu'en commençant par les plus aisés. Parce que si on ne réforme pas, Dr Ba l'a démontré, on va avoir des problèmes, en fait, à un moment ou à un autre. Donc, pour vous, on reste dans la subvention des réformes? Oui, je maintiens. Oui, parce que pour moi, ça fait partie, comme je viens d'entendre de mon propos, ça fait partie de la mission régalienne de l'État, le fait de fournir de l'énergie à sa population. Ça va faire l'objet de notre débat, mais je pense qu'on va mettre un terme au débat d'aujourd'hui. Donc, merci à vous, messieurs, pour tous ces éléments de réponse concernant le sujet. Doit-on supprimer les subventions à l'énergie en Afrique ou pas? Donc, vous avez les réponses, chers téléspectateurs. Merci de votre patience. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un certain numéro, dans un autre débat. Et vraiment, nous sommes ravis que vous nous aviez accordé votre temps pour pouvoir nous suivre durant toute cette émission. Donc, à la semaine prochaine dans un autre débat.